le Sénégal, comme vous le savez, est un pays côtier. Nous avons 700 km de côte et nous sommes affectés par l'érosion côtière. Il y a d'autres zones comme la zone de Bargny qui souffrent encore donc de problèmes d'érosion côtière, y compris les zones de Saly, c'est-à-dire de la Petite Côte, Mbour et autres. Mais nous avons noté qu'en plus de l'érosion côtière, il y a un autre risque majeur au niveau des côtes du Sénégal, c'est l'intrusion saline. Et l'intrusion saline, surtout au niveau du delta du Saloum, affecte davantage les terres agricoles, notamment les rizières. La salinisation qui est justement la raison d'être de la digue anti-sel dont a parlé mon adjoint tout à l'heure. Mais il y a également beaucoup d'autres effets, dont l'effet majeur, c'est l'érosion côtière que nous sommes en train de vivre avec un certain traumatisme. Parce que au jour le jour, nous voyons l'avancée de la mer, donc la réduction de la distance qui sépare la mer des habitations, avec même la destruction de certaines structures, de certaines infrastructures, notamment hôtelières, proches de la mer, mais également avec la grosse psychose de la menace qui pèse sur l'île de Fadjitch, qui est une entité extrêmement importante pour notre commune. Donc l'érosion côtière est un véritable traumatisme pour nous, que nous vivons, je veux dire, avec une certaine impuissance. En ce qui concerne l'érosion, moi je la vis tous les jours. Tous les jours, je la vis tous les jours parce que j'habite du côté de l'océan. Et tous les soirs ou tous les matins, quand je vais sur ma terrasse, je vois la mer qui avance régulièrement vers moi et je n'y peux absolument rien. Réellement. Donc je constate ça tous les jours. J'ai des riverains, j'ai des voisins qui ont perdu des murs parce qu'ils étaient très proches de la mer. J'en connais au moins 2 maisons qui appartiennent à des Européens, à des Français. L'un est en train encore de refaire son mur et de mettre du bloc de ciment devant pour essayer de protéger. Mais bon, c'est une solution, à mon avis, qui est aléatoire, mais elle n'est pas une solution définitive. Je dirais même 3, j'en connais 3. L'un, il a complètement perdu son mur et maintenant, qu'est-ce qu'il a mis? Il a mis quelques brindilles pour un peu essayer d'isoler sa mer du passage des gens qui vont vers la mer. Et l'autre aussi a mis un bloc de ciment. Donc c'est des choses que nous vivons tous les jours. Au niveau de la pointe de Fugno, on note réellement que la bande de Fugno est en train d'être grignotée du côté de la façade océanique. Elle diminue de jour en jour. La façade maritime de la ville de Rufisque n'est pas épargnée par la récurrence des houles et la furie de la mer, dont les conséquences sont désastreuses. L'effondrement du mur du cimetière de Tchaoulène, occasionnant une dérive des sépultures vers la mer, a vite contraint les autorités à réagir pour assainir le cadre de vie. En 2013, à la faveur du fonds d'adaptation, le Sénégal a pu bénéficier d'un financement pour la construction d'une digue de protection, dotée d'une promenade qui s'étend sur 730 mètres de long et 23 mètres de large. Une digue qui a été mise en place par l'intermédiaire un peu du fonds d'adaptation de l'UEMOA et d'une contribution de l'État du Sénégal pour prendre un peu en charge la question de l'érosion côtière au niveau de la ville de Rufisque. Il y a d'autres initiatives au niveau de Saint-Louis et au niveau de Saly. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, l'érosion est assez généralisée le long de la côte. Alors ces interventions ponctuelles-là impliquent un certain niveau de priorité, c'est ce qui implique qu'on a commencé par là. Mais comme vous pouvez le constater, la mise en place d'ouvrages de protection ne règle pas définitivement le problème. Ces actions isolées règlent le problème à un niveau, mais aussi déplacent le phénomène d'érosion côtière. Vous voyez un peu la digue de Rufisque commence à faire ses effets au niveau de Bargny. Au niveau de Saly également, il y a les ouvrages de protection qui commencent à avoir leurs effets au niveau de Mbour. Et donc ce qu'on peut retenir,
c'est que certes, avec le fonds d'adaptation et la contribution de certains partenaires comme la Banque mondiale, l'AFD, on est quand même parvenu à mettre en place des ouvrages de protection, mais il faudrait passer à l'échelle pour mettre des ouvrages beaucoup plus structurants qui prennent en charge une bonne frange du littoral qui présente un certain niveau de vulnérabilité. Parce que le fait d'intervenir de manière ponctuelle règle certains problèmes, mais aussi permet de les déplacer. Donc l'intervention sur un long segment de manière cohérente, structurante, permettrait d'absorber un peu et de prendre en charge cette question liée à l'érosion côtière. Si on pense que parce qu'elle est beaucoup plus proche d'une localité quelconque, on donne la solution strictement localisée à ce site-là, on déplace le problème. Et nous sommes la localité la plus menacée de la Petite Côte quant à l'avancée de la mer. Je crois que la dynamique femme a été impliquée sur tous les plans. La mise en œuvre de la digue, tout ce qu'on faisait au niveau du CSE et de la DEC, la dynamique femme était présente. Ça, il faut le reconnaître, on nous a impliqués 100% sur les travaux de cette digue. Et je crois que la digue a commencé, les études d'impact, les études de la digue ont été commencées en 2012 et en 2013 les travaux ont démarré. Donc 2013, 14, 15, donc presque c'était achevé. Mais même en 2013, à l'arrivée de l'hivernage, on avait commencé à cultiver du riz avec les rizières, parce qu'on avait les rizières. Au niveau de ce financement, donc on a vu en allant et au finish, on a vu qu'il n'y avait pas, quand on élaborait ce projet, il n'y avait pas un suivi. Donc en tant qu'actrice de développement, on s'est rendu compte que après le projet, on nous a rendu comme ça l'œuvre, mais il n'y avait pas de suivi. Il n'y avait pas aussi d'encadrement. Voilà des difficultés qu'on rencontre et ce qui ne fait que la digue ne peut pas fonctionner. Dans le cadre de ce projet, juste après la clôture, donc on a mis en place une stratégie de sortie. Et là, ça consistait à donner des outils de pérennisation aux bénéficiaires finaux. Et parmi ces bénéficiaires finaux, il y avait les collectivités territoriales, il y avait aussi les associations et les communautés directes. Et là, on a développé ce qu'on appelle les guides de maintenance. Donc pour chaque ouvrage, on a développé cela, formé donc les bénéficiaires à l'utilisation de ces guides pour leur permettre en tout cas de gérer tout ce qui est maintenance. Mais il faut dire également qu'on a rétrocédé tous les ouvrages donc aux collectivités, les maires, pour qu'ils assurent donc le suivi et la maintenance de ces ouvrages. Et là, il faut également dire que par rapport à ce projet, il n'y avait pas un budget qui est prévu pour gérer le suivi après la clôture du projet. Mais en tout cas, on a essayé autant que possible de donner tous les outils pour permettre aux bénéficiaires de poursuivre donc, le suivi, la durabilité, la maintenance. Vous avez vu certainement des images concernant Joal qui montraient des projets qui ont été développés dans ce sens-là pour arriver à récupérer des terres et favoriser un peu la production agricole. Nous allons continuer dans ce processus à illustrer les problématiques, les risques majeurs liés au changement climatique qui affectent les populations. Et nous pensons qu'au-delà des projets qui sont faits dans le cadre de l'adaptation, il est important, disons, de penser à la protection sociale donc des communautés et d'introduire les questions concernant l'assurance, donc l'assurance indicielle agricole. Et notamment les secteurs de la pêche doivent pouvoir aussi bénéficier donc, de cette assurance-là, y compris aussi les éleveurs. Pour ce qui est du contexte de l'assurance indicielle au Sénégal, il faut d'abord savoir que c'est un produit nouveau qui existe au Sénégal depuis 2012, donc bientôt 10 ans, et qui a fait des résultats intéressants. C'est un produit qui est proposé uniquement par la Compagnie nationale d'assurance agricole du Sénégal, qui est la seule compagnie qui fournit l'assurance agricole au Sénégal. Donc c'est un partenariat public-privé et c'est ce qui justifie le fait que l'État actuellement subventionne les primes d'assurance à hauteur de 50%.
Donc entre 2008 et 2012, on est passé de centaines d'assurés à des dizaines de milliers d'assurés. On est presque actuellement à 200 000 producteurs qui sont assurés dans le cadre de l'assurance agricole indicielle au Sénégal. C'est un produit qui est bien accueilli par les populations et récemment même, nous avons fait une étude sur la perception de ce produit par les éleveurs pastoraux, parce que c'est un produit pour l'instant qui existe uniquement pour l'agriculture et l'assurance indicielle n'existe pas encore pour l'élevage pastoral au Sénégal, alors qu'en Afrique de l'Est, il commence à être développé. Donc nous avons fait une étude pour voir comment les éleveurs perçoivent ce produit et quel pourrait être leur intérêt là-dessus. Et nos résultats ont montré que c'est un produit qui les intéresse, le besoin existe et il y a une certaine disposition à payer qui a été estimée du côté de l'assureur et donc du côté du gouvernement qui accompagne ce type d'initiative, je l'ai dit tantôt, à travers la subvention des primes d'assurance. C'est cette subvention en elle-même. Donc un produit qui a commencé avec des centaines d'assurés et donc pour lequel l'État paie 50% des primes. Donc au début, la partie supportée par l'État n'est pas très chère. Mais là, on est en train d'atteindre la barre des 200 000 assurés et la facture devient de plus en plus salée pour le gouvernement. Donc, il serait important de réfléchir sur les possibilités qui existent pour mieux utiliser cette ressource financière que l'État met à la disposition de la Compagnie nationale d'assurance agricole et donc à la disposition des producteurs qui souhaiteraient s'assurer. Il y a des débats et des idées qui sortent et je pense qu'un dialogue politique autour de cette question pourrait être intéressant pour nous donner quelles sont les possibilités que nous avons. Et en ce sens, la CNAS propose une large gamme de produits donc, sur les 3 sous-secteurs. Pour l'élevage, la CNAS a un produit d'assurance qui couvre la mortalité du bétail. Dans le secteur de la pêche, la CNAS propose un produit d'assurance pêche qui couvre les pêcheurs contre la responsabilité civile, c'est-à-dire les dégâts causés par l'embarcation à une autre embarcation, mais aussi qui couvre les pertes subies par l'embarcation. On propose une assurance classique. Par classique, on veut juste dire que en cas de sinistre, on va commettre un expert pour qu'il vienne faire l'évaluation des pertes sur le terrain. Donc, et à côté de ces produits classiques, il y a l'assurance indicielle où cette évaluation est annulée par la mise en place d'un indice ou d'un paramètre climatique sur lequel on se base pour déterminer ou non l'existence d'un sinistre. Maintenant, pour l'assurance indicielle, on a démarré ce type de produit au Sénégal en 2012 avec l'appui de la Banque mondiale, mais cet appui aussi a été perpétré aussi par l'USAID, mais aussi par d'autres partenaires tels que le Programme alimentaire mondial, qui nous ont appuyés pour qu'on puisse proposer à nos producteurs une assurance contre les risques climatiques. Et cette assurance passe par la mise en place d'un indice pluviométrique. Donc, on a bâti un indice pluviométrique qui nous permet de suivre la pluviométrie et de donner automatiquement une indemnisation sans déclaration de sinistre ni évaluation de pertes réelles sur le terrain. Oui, on a des contraintes majeures et ces contraintes sont liées aux croyances socio-culturelles. Donc, mais quand même, nous efforçons de leur faire comprendre que l'assurance est un moyen de résilience qu'ils doivent intégrer dans leur activité de tous les jours. Et c'est des difficultés comme ça que nous avons, donc la réticence liée à des aspects socio-culturels, mais nous avons aussi des problèmes liés un peu je dirais, au pouvoir d'achat que ces producteurs ont. Enda Energy, dans le cadre du projet partenariat multi-acteurs sur le financement et l'assurance des risques climatiques et de catastrophes financé par le gouvernement allemand en partenariat avec l'ONG German Watch, tient à renforcer l'information sur les risques majeurs qui affectent le Sénégal, notamment les questions d'érosion côtière, les questions liées à la sécurité alimentaire et surtout la restauration des terres salées.